Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, genre et mode vestimentaire. IAM-AFEM-ALE. Corps, costume et MILITANCE chez Mary E. Walker, Claire Sorin, ex-Marseille Université. Mary Edwards Walker, 1832 à 1919, incarne presque 7 décennies d'engagement intense et polymorphe. C'est une figure à la fois centrale et marginale de la première vague féministe aux États-Unis. Centrale parce qu'elle a œuvré sans relâche pour l'égalité entre les sexes, marginale parce qu'elle prenait des stratégies que les féministes jugeaient si périlleuses qu'elles ont fini par évincer Walker du mouvement et de son historiographie. Une des raisons de cet évincement est liée au fait que toute sa vie, Mary Walker a incarné une forme radicale de militantisme en utilisant son corps et plus précisément, le vêtement comme une arme. Rejetant les tenues conventionnelles réservées aux femmes de son époque, elle arbore dès ses jeunes années des costumes connus sous le nom de bloomer, plus confortables et plus hygiéniques. Elle n'est pas la seule à le faire et beaucoup de féministes adoptent aussi cette tenue au début des années 1850, mais celle-ci se décourage rapidement en raison des critiques incessantes qui font obstacle, pensent-elles, à leur cause. Les avocates des droits des femmes reviennent donc à leurs robes, préférant rendre leur corps invisible afin de mieux faire entendre leur voix. Mary Walker, elle, ne renoncera jamais et choisira au contraire d'utiliser son corps comme un symbole ostentatoire et transgressif des limites des sphères genrées. C'est sans doute la réformatrice du XIXe siècle qui a le plus pleinement et le plus méthodiquement investi la sphère publique dont elle n'a cessé d'affirmer que la Constitution des États-Unis donnait le plein accès aux femmes. Si elle s'engage dans des mouvements assez classiques pour une féministe, comme l'abolitionnisme et la tempérance, elle défend aussi des causes plus marginales. Elle lutte contre les méfaits du tabac, la peine de mort, l'impérialisme et accorde un soutien sans faille aux femmes ouvrières, ce que ne feront pas systématiquement les meneuses du mouvement féministe. À maints égards, elle s'impose comme une pionnière. Elle poursuit des études de médecine, travaille comme médecin et espionne pendant la guerre de sécession. Elle est la seule américaine à ce jour à avoir reçu la médaille d'honneur, donne d'innombrables conférences aux États-Unis et en Angleterre, demande un poste de policier, se présente au Sénat et prend part à la politique dont elle cherche à influencer les acteurs principaux. Mary Walker a une haute idée d'elle-même et de son rôle sur Terre, et que, en dépit de son désintérêt affiché de la mode et de la beauté, son engagement est intrinsèquement lié à un souci constant des apparences. Parce que le corps vêtu parle le genre, l'appartenance sociale, le pouvoir et l'expérience individuelle, il représente un espace privilégié de décodage des interactions entre les discours d'ordre idéologique et ceux d'ordre privé. Mary Walker n'a cessé d'utiliser son corps pour rejeter les discours dominants et affirmer la singularité et la liberté de sa voix. Cette contribution propose une analyse du militantisme de Mary Walker à travers les choix vestimentaires qu'elle a opérés et la transformation spectaculaire de son apparence. Ces choix brouillent les codes du vêtement genre accent aigu et posent de façon complexe la question des relations entre corps, vêtements, genre et pouvoir. Dans un premier temps seront examinées la genèse et l'évolution des costumes militants de Mary Walker pour se centrer ensuite sur les notions de mise en scène et de mise en mémoire de ce que l'on pourrait nommer le corps militant de Mary Walker. Les costumes militants de Mary Walker. L'esprit de réforme qui transforme l'Amérique du XIXe siècle est très prégnant dans l'environnement familial et géographique de Mary Walker qui grandit dans l'État de New York. Elle vit dans un climat favorable aux idées abolitionnistes, à la lutte contre l'alcool et aux réformes hygiénistes émergeant dans les années 1830 et redéfinissant les enjeux de la santé, par l'accent mis sur la propreté, le régime alimentaire et la connaissance de son corps. Cette vague hygiéniste condamne de façon unanime la mode féminine, accusée de violer les lois de la physiologie, de la décence et même du patriotisme, puisque les vêtements inconfortables et sophistiqués venus d'Europe menacent la capacité d'enfanter des citoyens sains. Dans ce contexte, le corset est l'objet d'attaques soutenues qui dénoncent son caractère pathogène, déformation du dos, compression des poumons, des organes et de la circulation sanguine. Il faut souligner que, au-delà des considérations liées à la santé, les réformes hygiénistes promeuvent une vision autre de la féminité, plus désirable que le spectre éthéré, maladif et érotique de la lady.
Rejetant le statut passif et ornemental de ces femmes bourgeoises et oisives, les discours hygiénistes avancent en effet que chaque individu peut prendre le contrôle de sa propre santé en respectant les lois du corps et de la nature. Cette vision d'une féminité saine, active et robuste prévaut dans des communautés utopistes, mais aussi au sein du mouvement de l'hydrothérapie, qui connaît un immense succès au milieu du siècle. Très rapidement, des synergies se développent entre le Water Cure Movement, la réforme vestimentaire et le mouvement pour les droits des femmes, dont les pionnières comprennent bien que le contrôle de son propre corps représente un enjeu central. En 1851, Elizabeth Smith Miller, Amelia Bloomer et Elizabeth Cady Stanton arborent dans les rues de Seneca Falls un costume réformé que d'autres avant elles avaient expérimenté sous le nom de pantaloons. Elles furent bien vite imitées par d'autres féministes telles Lucy Stone et Susan B. Anthony. Ce costume réformé, qui devint connu sous différents noms, Turkish Dress, Bloomé, Freedom Suit, Rational Dress, American Dress, Reform Dress, Encouragée par l'esprit progressiste de ses parents, Mary Walker adopte dès son jeune âge une tenue vestimentaire inspirée du bloomer, ce qui lui vaut des attaques verbales, voire physiques, dans le voisinage. Cela marque le début d'une série d'hostilités qu'elle supportera toute sa vie. Par ailleurs, son père possède de nombreux ouvrages de sciences dont la lecture l'incite à devenir médecin. Parce que les écoles de médecine allopathique refusaient alors les femmes, elle s'inscrit dans une des écoles éclectiques fondées dans la mouvance des réformes hygiénistes. Elle suit de brillantes études et obtient un diplôme délivré par la Syracuse Medical School en 1855. Pendant sa formation, elle met au point une version personnelle du bloomer, remplaçant les pantalons bouffants par une forme plus étroite, soutenue par des bretelles. En 1855, elle épouse le docteur Albert Miller qu'elle a connu au cours de ses études et le jour de la cérémonie, elle porte une jupe raccourcie sur un pantalon. Comme l'avait fait la féministe Lucy Stone, un an plus tôt, elle refuse de prononcer le mot obéir et garde son nom. Elle divorcera de son mari infidèle en 1860. Alors que une à une, les militantes pour les droits des femmes cèdent à la pression sociétale et retournent malgré elles à leur jupon, Mary Walker s'engage activement dans le mouvement de réforme vestimentaire en contribuant à The Sibyl, organe officiel de la National Dress Reform Association fondée en 1856. À une époque où le corps féminin était simultanément sanctifié dans la sphère du foyer et érotisé dans la cage ostentatoire de la crinoline, Walker et les partisans de la réforme vestimentaire adoptaient une posture à la fois pudique et révolutionnaire. L'une des résolutions fondatrices de l'association stipulait Resolved, that, in advocating reform in dress for women, our object is not to advocate for her position of singularity, eccentricity, immodesty or to get her out of her appropriate sphere, but to enable her to act with that freedom needful to find out what her appropriate sphere is. Dans l'Amérique victorienne qui vouait un culte à la femme au foyer, affirmer qu'il était possible de choisir sa sphère d'action et que ce choix nécessitait une libération du corps féminin, avait de quoi inquiéter les nombreux défenseurs de la théorie des sphères, théorie qui attribuait à chaque sexe des capacités bien distinctes et justifiait par des raisons biologiques l'identification de la femme à l'univers domestique. En endossant l'American costume, Mary Walker, plus qu'aucune autre sans doute, affichait son intention d'investir littéralement la sphère publique, et cela se traduisit chez elle par une volonté constante de conquête des domaines traditionnellement réservés aux hommes, la science, la politique, la loi et la guerre. En septembre 1859, pressentant l'imminence d'une guerre contre le Sud,
elle publie dans The Sibyl un article intitulé Women Soldiers, hommage exalté rendu aux vertus guerrières du bloomerism qu'elle associe à une forme exceptionnelle de patriotisme. Lorsque le conflit éclate en avril 1861, elle propose immédiatement ses services à l'armée en tant que médecin. Contrairement aux femmes qui choisissaient un déguisement masculin pour se battre ou rejoindre leur conjoint, l'idéal égalitaire de Mary Walker exigeait que sa féminité fût visible. Dans un essai relatant son expérience de la guerre, elle déclara d'ailleurs « I let my curls grow while I was in the army so that everybody would know that I was a woman ». Mais elle ne tarda pas à découvrir qu'elle devait livrer bien des batailles pour avoir le droit de participer à cette guerre. Ses nombreuses requêtes pour être engagée comme médecin civil sous contrat furent rejetées jusqu'en avril 1864. Auparavant, elle travailla sans relâche comme bénévole dans plusieurs hôpitaux, où elle gagna le respect des soldats et de quelques médecins sur le terrain, mais non celui des autorités médicales de l'armée qui, lors d'une commission en mars 1864, la jugèrent incompétente et insistèrent pour l'employer comme infirmière. Certains des membres de la commission se souviendront de Mary Walker en ces termes « A medical monstrosity dressed in that hybrid costume ». La dénonciation de l'aspect hybride du costume se réfère à la tenue vestimentaire composée par Mary Walker qui, à cette époque, portait un uniforme d'officier bleu composé d'un pantalon à couture dorée avec une tunique longue, tout en conservant ses cheveux bouclés sous un chapeau de forme féminine, d'abord un petit chapeau de paille puis une coiffe en feutre décorée d'une plume d'autruche, voire figure 1 et 2. À cette combinaison de signes masculins et féminins, Mary Walker ne manquait jamais d'ajouter l'insigne des médecins, écharpe verte aussi destinée à la distinguer des infirmières avec qui elle ne souhaitait pas être confondue. À travers son uniforme masculin féminisé, et à travers ses écrits sur son expérience de la guerre, il semble que Mary Walker ait tenté d'incarner une forme sublimée de patriotisme capable d'allier le courage à l'empathie, la compétence à l'abnégation, l'intelligence à la spiritualité. Sa dénonciation de la pratique barbare des amputations, ses efforts pour réunir les membres des familles séparées par la guerre, ainsi que l'anecdote relatant comment elle donna de l'argent à une femme indigente en vendant ses propres cheveux, tendent à accréditer l'idée d'une certaine supériorité de la nature féminine. En 1863, elle publia ainsi un article intitulé Woman's Mind, qui remet implicitement en question l'égalité des sexes en étendant la supériorité spirituelle de la femme par tradition admise à ses capacités rationnelles en général niées. I have a woman's mind and know that all my conclusions are obtained through the reasoning powers and not through instinct. Let no man dare say a woman jumps at conclusions through instinct for no man is capable of fathoming a woman's mind, for woman reasons by telegraph and dispatch coach reasoning cannot keep pace with theirs. Woman's mind is an emanation from deity and man's mind is very probably emanated from the same source and the difference in the minds of the sex the owing in part to the weight and the roughness of the clay, that is, the message bearer or soul clogger of the mind. Après la guerre, Mary Walker épingla invariablement à son costume la médaille d'honneur que le gouvernement lui avait décernée, mais cette preuve d'héroïsme, qui lui valut le respect de certains, ne l'empêcha pas d'être la cible d'attaques dans la presse et dans la rue. En 1866, elle fut arrêtée 2 fois pour son style vestimentaire masculin prétendument générateur de désordre sur la voie publique. Elle porta plainte, comme à chacune de ses arrestations, et profita de l'événement pour faire la publicité du Freedom Suit. De façon intéressante, une partie de la presse new-yorkaise, en relatant ses arrestations, fit allusion à son côté féminin. Le New York Tribune la qualifia ainsi d'attractive woman, notant que her dainty parasol, her bijouterie, indeed everything but the ample pantaloons and coat terminating at the knee betoken the moderately fashionable woman. Or, Mary Walker se débarrasse de cette dimension féminine de façon radicale en 1877. Mise en scène et mise en mémoire du corps militant. À partir de l'été 1877, en effet, elle se coupa les cheveux à la façon des hommes de l'époque et enleva sa robe, révélant un pantalon de coupe résolument masculine. Le haut obéit également aux critères de la mode masculine, avec une chemise à col rigide et un manteau droit, voire figure 3 et 4. Les attributs féminins qu'elle avait précédemment arborés, tels les cravates à volants, les cols en dentelle, l'ombrelle,
firent place à une canne, à un parapluie puis à un haut de forme. Comment comprendre les raisons et les enjeux de cette transformation ? Il n'est pas facile d'en saisir avec certitude les motivations profondes, d'autant que la masculinisation de son apparence coïncide avec la parution en 1878 de son deuxième ouvrage, Unmasked. Or, The Science of Immorality, critique radicale et sans tabou de la discrimination sexuelle et de l'immoralité masculine. Il peut paraître étrange pour une féministe soucieuse de démasquer les vices masculins, d'adopter le masque du bourgeois moyen. S'agissait-il de provoquer une société hypocrite, qui tendait à censurer les discours sur la sexualité ? S'agissait-il, comme elle le prétendait, de jouir d'un plus grand confort physique ? Souhaitait-elle afficher une autonomie absolue, obligeant les hommes à la reconnaître comme une égale ? Sans doute tout cela à la fois, mais le choix d'un costume masculin semble surtout logique, si l'on considère qu'il incarne les deux grandes facettes de Mary Walker qui s'est toujours présentée en conquérante et en martyre. Le port du pantalon, sans artifice féminin, marque en effet le point culminant de sa conquête de la sphère publique, puisque le pantalon c'est le pouvoir, mais il marque aussi une invitation au calvaire. Naturellement, ce calvaire a commencé des années plus tôt, dès l'adoption du bloomer, et d'ailleurs, en 1871, elle dédia son premier livre, It Plaidoyer pour les droits des femmes, aux Practical Dress Reformers, qu'elle qualifie ainsi, Living Martyr ou Lived the Principles that Others have only talked. Mais après sa transformation, les attaques s'intensifient. Christine Bard, dans son étude politique du pantalon, note : depuis l'Antiquité, la femme habillée en homme préfigure un monde inversé. Plus la société exclut les femmes de la sphère publique, de l'instruction, du pouvoir politique, plus la peur de la revanche hante l'imaginaire du dominant. L'inversion des rôles est un fantasme antiféministe. Le XIXe siècle le montre en produisant à foison des caricatures. La presse états-unienne se déchaîna contre Mary Walker, multipliant les saillies mordantes, les caricatures et les métaphores où affleurait la violence. En 1878, le New York Times écrit ainsi : Her trousers must be taken from her, and henceforth, clad in the garment of her native sex, the refeminized Dr. Mary Walker will no longer tyrannize over men with her lofty claim to exercise the joint and several rights of men and women. Le National Police Gazette en particulier, journal favorable au très conservateur Anthony Comstock, s'attaque à elle, la caricaturant en homme prétentieux, comme le montre l'image d'une Walker virilisée, figure 5, ou utilisant le biais de faits divers sans rapport avec elle. Ainsi, on l'associe à une criminelle qui, assise à cheval sur un tonneau de bière dans une taverne, fête sa revanche, figure 6. On voit aussi son nom dans la légende d'un dessin figurant une femme à moitié nue, comme si seule la semi-nudité pouvait rivaliser d'indécence avec l'accoutrement de Mary Walker, figure 7. Ces exemples montrent que son corps et sa sexualité fascinaient la presse. Si la focalisation sur ces aspects était une manière commode d'évacuer ses activités politiques, les représentations paradoxales de son corps, masculinisé, féminisé, érotisé dans sa nudité suggérée, trahissaient aussi l'anxiété qu'engendrait son apparence indécodable. Les contemporains de ce personnage étrange se demandaient qui, ou ce qui, se cachait derrière ce costume. Dans cette fin de siècle obsédée par un désir de classification scientifique des comportements sexuels et mentaux, des rumeurs commencent à interroger la santé mentale de Mary Walker et son homosexualité. Mary Walker dit avoir souffert de ces attaques, déclarant que, malgré son air endurci, chacune de ses apparitions en public était une épreuve et que chaque moquerie l'atteignait dans sa chair. Toutefois, elle savait fort bien faire face à ses détracteurs, maniant à perfection les armes de l'humour et de la dérision. Par exemple, lors d'un dîner à la Maison-Blanche, au cours duquel un diplomate chinois s'étonnait de sa tenue, elle lui demanda pourquoi lui-même portait une robe. Surtout, Mary Walker savait se mettre en scène, avec le souci de cultiver le mystère de son personnage et d'en immortaliser la singularité. D'une certaine manière, elle jouait avec ce que Marjorie Garber nomme « the theatricality of difference ». Cette auto-mise en scène a souvent pris une forme littérale dans les innombrables espaces publics où elle s'est exprimée. Des salles de conférences aux salles de tribunaux et de la rue au Capitole. À partir de 1887, à Cour d'Argent, elle décide de donner des conférences dans des dim museums. Les gens se pressent pour voir la femme habillée en homme, et cela lui vaut d'être comparée à un monstre de foire, fric,
mais Mary Walker se défendra en disant que ces tournées étaient l'occasion de donner des conférences à un public modeste et peu instruit. Acte pédagogique et démocratique, donc. Cette mise en scène se déploie également à travers l'image, qui fascinait Mary Walker. Elle se fait photographier à maintes reprises, dans des poses étudiées qui mettent en valeur les différents éléments de ses tenues, sa féminité puis sa silhouette masculine. Elle distribue volontiers ses propres portraits, et réunit une collection d'autoportraits qu'elle montre aux journalistes qui l'interviewent. Lorsqu'elle change d'apparence, elle immortalise la transformation par une peinture attribuée à A.P. Hubel. Dans cette perspective, la notion du costume militant prend une dimension théâtrale que Mary Walker semble parfaitement assumer. Elle aime parfois arborer une grande cape et s'est usée d'accessoires pour faire intrusion, signifier son désaccord ou exprimer son patriotisme. Par exemple, elle n'hésitait pas à frapper sa canne ou son parapluie contre le sol pour perturber les discours qui lui déplaisaient. À travers les mises en scène littérales ou iconographiques de son personnage, Mary Walker a tenté de brouiller les codes des identités de genre et de défier les normes sociales contraignantes de la catégorisation des sexes. Une anecdote est particulièrement révélatrice de ce brouillage des frontières. Lors des élections présidentielles de 1880, défiant un agent du scrutin qui s'opposait à sa tentative de voter, elle déclara « I am a female citizen and therefore a male citizen ». Elle aimait dire aussi qu'elle ne portait pas des vêtements d'homme mais ses propres habits, et elle incluait quelques petites touches féminines à son accoutrement, comme des diamants sur sa chemise ou quelques boucles dépassant du haut de forme. Ces choix vestimentaires, d'un point de vue féministe, pouvaient être critiquables, non seulement parce que leur spectacle captait l'attention au détriment du message, mais aussi parce que l'abandon des attributs féminins cautionnait l'idée que pour conquérir le pouvoir et la sphère publique, il faut ressembler à un homme. Toutefois, la grande force du personnage de Mary Walker est qu'il défie la légitimité des codes du genre et substitue, à la dimension sexuée du vêtement, une dimension personnelle et fonctionnelle profondément libératrice. Une ultime façon de défier ou de transcender la dimension genrée du vêtement concerne l'apparence du cadavre. La question de savoir à quoi ressemblerait sa dépouille mortelle amusait et préoccupait Mary Walker, tout comme l'a préoccupé sa postérité. En 1899, elle se fit photographier dans un cercueil, le torse couvert de fleurs, et elle fit diffuser cette photo dans la presse. Un cadavre a-t-il un sexe? Comment doit-on l'habiller? Si la fonction doit engendrer le costume, quel costume adopter pour un mort? Il est difficile de savoir si la mise en scène photographiée du corps de Mary Walker laissait deviner ses vêtements sous les fleurs. Mais c'est dans son costume noir qu'elle se fit effectivement enterrer, avec un drapeau américain sur le cercueil. Ce désir d'un drapeau comme ultime vêtement, elle l'avait évoqué dans un poème écrit avant la Première Guerre mondiale. When I am buried 'neath the ground, wrap that flag my corpse around. Plant that flag above my grave. There let it wave, let it wave. C'est sans doute, à ce vêtement asexué, patriote et héroïque, que Mary Walker souhaitait associer son combat et sa mémoire. Frontière matérielle entre le soi et le non-soi, le vêtement a le pouvoir d'interagir avec les frontières du genre et du pouvoir. Dans son ouvrage publié en 2004, Out in Public, Alison Piepmeyer souligne « The public embodiment of 19th century women provide a way not simply to emphasize the public or women's agency, but to trouble the binaries themselves ». Il semble que le parcours militant de Mary Walker n'interroge pas seulement l'efficacité des stratégies radicales d'engagement. Il a aussi, sans relâche, remis en question les logiques binaires de son époque. Patriotique et rebelle, conquérante et martyre, altruiste et accent aigu géocentré, admirée et traînée dans la boue, féminine et masculine, Mary Walker a construit un personnage public qui a prospéré autant qu'il a souffert de ses costumes. De son vivant, elle est devenue une célébrité, une sorte de curiosité, une institution publique même dont la vie intime reste énigmatique. Au tournant du siècle, alors que la mode évolue et qu'émerge la nouvelle femme, le pantalon davantage porté est parfois désigné par le terme Mary Walkers. Aujourd'hui, presque un siècle après sa mort, on se souvient d'elle à cause de la médaille et du pantalon, mais cela oblitère sans doute la diversité et la richesse de ses engagements. La postérité, à l'instar de Mary Walker elle-même, n'a cessé de mettre en scène un personnage atypique qui se fond dans ses costumes.
Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les biographies et les hommages célèbrent The Little Lady in Pants, en mettant l'accent tantôt sur le port du pantalon, tantôt sur une version féminisée de l'héroïne de guerre. Ainsi, le timbre à son effigie, édité en 1982, la représente comme une incarnation de la féminité victorienne patriotique avec sa médaille, ses lèvres roses et son col en dentelle blanche, voire figure 9. Il semble, en fin de compte, que la question de la féminité de Mary Walker continue de poser problème, et la fascination persistante qu'exerce son image, au détriment de sa voix, doit interroger sur la persistance des logiques binaires qui régissent notre propre époque. De la perruque au TAILLEURJUPE, quand le vêtement fait genre. Alexandrine GUYARDNEDELEC, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La profession d'avocat, tout comme celle de magistrat, puisque l'on ne peut séparer les deux en Angleterre et au Pays de Galles, est restée très longtemps le précaré du patriarcat. S'il n'est pas aisé de définir précisément les professions libérales, un consensus existe, néanmoins, quant à leurs caractéristiques principales. Elles reposent sur l'articulation de dimensions cognitives et normatives ayant pour effet de garantir leur capacité de contrôle du marché ainsi que l'accession à un statut social, et forment des communautés corporatistes dont la justification repose sur l'adhésion à des principes éthiques communs. Dans ce contexte, loin d'être une simple question de mode vestimentaire, la tenue des avocats et celle des avocates surtout, constituent un véritable pan de leur identité professionnelle. La perruque des Queen's Counsel, celle des juges ainsi que les robes associées à chaque rôle au sein des professions juridiques, viennent compléter cet accoutrement qui permet de passer d'une identité personnelle à une identité professionnelle, métaphore vestimentaire d'une traversée entre la sphère privée et la sphère publique. L'avocat et le juge en particulier, le masculin n'est pas employé au hasard, possèdent leur panoplie composée d'une robe et souvent d'une perruque. Cette panoplie, parfois décriée ou remise en question, loin d'être anodine, confère au juge une posture de super-héros. En effet, dans l'imaginaire collectif, le juge est perçu comme non-humain ou plutôt comme supra-humain. Il transcende son moi, en se soumettant à une puissance supérieure, ce qui induit la vision herculéenne à laquelle nombre de chercheurs ES ont recours. C'est cette vision mythique du juge qui permet de ne pas se confronter à sa dimension politique, laquelle pourrait réveiller les saveurs désagréables de l'arbitraire et de la partialité. Pour Erika Raclay, le juge est un peu comme l'empereur d'Andersen, ses habits, même si personne ne les voit, sont ceux de l'impartialité, de l'indépendance, etc. Quand bien même on reconnaîtrait un homme derrière l'idéologie du super-héros, on le nie et on continue de faire semblant. En outre, le juge n'est pas seulement un super-héros, c'est plus précisément un Superman dont le costume ne va pas très bien aux femmes. Comme s'amuse à le rappeler Brenda Hale, seule femme membre de la Cour suprême du Royaume-Uni depuis sa création en 2009, la perruque que l'on fait porter au juge est d'ailleurs une perruque d'homme. C'est ainsi que l'image du juge en super-héros limite la vision et l'imagination en bloquant l'émergence de contre-portraits, ce qui perpétue l'exclusion et la marginalisation de l'autre. Erika Raclay explicite sa position et souligne en creux l'importance de cette méthodologie de la recherche qui donne à voir les détails du quotidien plus que les rapports officiels et documents cadres, afin de démasquer des formes de domination plus subtiles, plus sournoises. Ainsi, de même que les loups qui parlent et les maisons en pain d'épices ont amené les contes de fées à être considérés comme des histoires un peu idiotes, destinées aux enfants et sans rapport avec la réalité, de même les scénarios auxquels font face les femmes juges, mais aussi les femmes avocates, dans les histoires qui circulent, semblent souvent trop incroyables pour être vraies. Aussi ces histoires sont-elles fréquemment minimisées, ou considérées comme des exagérations, ce qui a pour effet pervers de discréditer la question de la place des femmes et de la diversité en général dans les professions de la justice. Le rapport Neuberger du Bar Council, publié en novembre 2007, allait dans le même sens et procédait à une remarque méthodologique corroborant l'intérêt scientifique de ces anecdotes. En effet, le rapport précise que les données anecdotiques sont importantes et ne doivent pas être sous-évaluées, en particulier lorsqu'elles sont étayées, cohérentes et en lien avec l'expérience et le ressenti. Le Bar Council considère ces données comme des preuves sur lesquelles il faut s'appuyer, sans oublier d'adopter une distance critique. Le rapport accorde même, à cette forme de données,
plus de crédit qu'aux statistiques, qui pour les professions de la justice, sont de l'avis des auteurs, loin d'être complètes et souvent dépassées. Pour explorer cette question du vêtement et de ses implications genrées au sein des professions juridiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.